En automne de 1943, la Gestapo de Breslau activa une section indépendante dans le complexe Gross-Rosen. Elle ne répondait pas au commandement des SS ni ne suivait les protocoles du camp principal. C'était un espace réservé exclusivement pour des techniques expérimentales. Les prisonniers arrivaient sans antécédents clairs ni destination postérieure. À l'intérieur, on appliquait des procédures de rééducation qui laissaient des traces permanentes, outils pour marquer le visage, substances qui déformèrent la peau, et registres photographiques pris à chaque étape. L'objectif n'était pas de punir ni d'interroger. C'était de transformer physiquement les internés comme forme de contrôle. Pourquoi la Gestapo avait-elle besoin de défigurer des visages de forme systématique? Comment fonctionnaient les camps qui faisaient disparaître des personnes sans laisser de traces? Et pourquoi Gross-Rosen devint-il le centre technique de la cruauté expérimentale nazie? L'enfer de granit, fondation du camp Gross-Rosen. En août de 1940, dans les forêts de la Basse-Silésie, les SS établirent ce qui semblait initialement être une simple extension minière du camp de Sachsenhausen. Gross-Rosen naissait comme un sous-camp destiné à exploiter la carrière de granit, propriété de la Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, entreprise des SS qui alimentait les projets architecturaux monumentaux du Reich. L'emplacement stratégique près de la ligne ferroviaire Jaworsk-Trzegom facilitait tant l'arrivée de prisonniers que l'exportation du matériel extrait. Les premiers 7000 internés arrivèrent entre août et décembre de 1940, se trouvant avec des baraquements improvisés, des barbelés électrifiés et l'immense carrière qui dominerait leurs existences. L'exploitation initiale suivait des modèles conventionnels de travail forcé. Extraction de pierres sous surveillance armée, journées prolongées et châtiments physiques pour infractions mineures. Le 1er mai de 1941 marqua une transformation fondamentale. Gross-Rosen s'indépendantisa administrativement de Sachsenhausen sous le commandement du SS Obersturmbannführer Arthur Rödel. Cette autonomie impliquait bien plus qu'un changement bureaucratique. Elle représentait la consolidation d'un système répressif avec capacité pour développer des méthodes propres sans supervision externe directe. Rödel implémenta les premières innovations organisatives qui distingueraient Gross-Rosen d'autres camps. Il établit 6 divisions opératives spécialisées. Administration générale avec protocole de registre détaillé, exploitation minière avec système de quotas individuels, santé avec fonction de sélection plus que de traitement, infrastructure focalisée sur système de surveillance, sécurité avec entraînement spécifique en technique de contrôle et gestion de sous-camps qui serait la caractéristique la plus distinctive du complexe. L'expansion sous Wilhelm Gideon, entre septembre de 1942 et octobre de 1943, transforma radicalement l'échelle opérative. Gideon développa le réseau de sous-camps qui atteindrait plus de 100 installations distribuées par la région. Cette prolifération ne répondait pas uniquement à des nécessités économiques, mais à une logique expérimentale de contrôle territorial. Chaque sous-camp fonctionnait comme laboratoire de techniques répressives spécifiques, rapportant des résultats au commandement central pour analyse et réplication. Les sous-camps se spécialisèrent selon des fonctions spécifiques, quelques-uns focalisés sur exploitation industrielle avec entreprises privées, d'autres sur techniques de châtiment corporel expérimental, quelques-uns sur méthodes d'inanition contrôlée et plusieurs sur systèmes d'extermination de bas profil. Cette diversification permettait de comparer l'effectivité de différentes approches répressives appliquées à des populations similaires sous conditions contrôlées. Johannes Hassebrück assuma le commandement en octobre de 1943 durant la phase la plus ambitieuse du complexe. Sa planification incluait d'amplifier la capacité jusqu'à 45 000 prisonniers comme centre récepteur d'évacués d'Auschwitz devant l'avance soviétique. Hassebrück introduisit des systèmes de documentation détaillés qui enregistraient non seulement mortalité et productivité, mais aussi effectivité de différentes méthodes de châtiment, résistance psychologique de distincts groupes ethniques et optimisation de techniques de contrôle social. La structure administrative développée sous Hassebrück établit des précédents répliqués postérieurement dans d'autres complexes. On implémentèrent des systèmes de rotation de personnel qui permettaient de transférer connaissances techniques entre installations, protocoles d'entraînement pour nouvelles méthodes répressives et systèmes d'évaluation qui mesuraient efficience en termes de contrôle social obtenu par unité de ressources investies.
La carrière de Granit évolua de centre productif à instrument d'extermination graduelle calibré. On développa des techniques spécifiques pour calculer la survie moyenne de prisonniers selon âge, origine ethnique, conditions physiques initiales et type de travail assigné. Cette information permettait de planifier remplacement de main-d'œuvre et ajuster rythme de travail pour maximiser extraction avant l'effondrement physique total. Les registres conservés montrent que Gross-Rosen fonctionnait selon principe d'optimisation industrielle appliqué à la gestion de vies humaines. On calculait courbe de productivité décroissante, coût comparatif de maintenance versus remplacement de travailleurs et analyse de coûts-bénéfices de différentes intensités d'exploitation. Cette rationalisation économique de l'extermination représentait une innovation spécifique développée dans le complexe. Le réseau logistique développé pour connecter le camp principal avec ses satellites établit des modèles de coordination centrale avec autonomie locale qui seraient répliqués dans d'autres systèmes concentrationnaires. Le commandement central établissait objectifs généraux et proportionnait ressources techniques, tandis que les installations locales développaient méthodes spécifiques pour atteindre ces objectifs selon conditions particulières. Durant 1944, le complexe atteignit son expansion maximale avec approximativement 130 000 prisonniers distribués dans toutes ses installations. Cette échelle massive requit développer systèmes de communication, transport et coordination qui fonctionnent efficacement malgré les distances géographiques et la diversité de fonctions. On établit protocoles de rapport quotidien, systèmes de transfert rapide de prisonniers entre installations, et mécanismes d'échange de personnel technique spécialisé. La documentation administrative de la période finale montre planification détaillée pour contingences d'évacuation qui incluait destruction sélective d'évidence, transfert de personnel valeureux et élimination systématique de témoins potentiels. Ces protocoles révèlent que les SS considéraient la préservation de la connaissance technique développée dans Gross-Rosen comme prioritaire sur toute considération humanitaire. L'évolution de Gross-Rosen entre 1940 et 1945 illustre la transformation du système concentrationnaire nazi de réclusion basique vers expérimentation systématique avec technique de contrôle social total. Le complexe n'exploitait pas seulement économiquement les prisonniers. Il développait technologies de domination qui transcendaient objectifs immédiats pour créer connaissances transférables sur gestion de populations soumises. Camp de torture, le sadisme de la Gestapo de Breslau. L'Arbeitserziehungslager, établi en automne de 1943, représenta une innovation qualitative dans le système répressif nazi. Opérant sous autorité directe de la Gestapo de Breslau, cette installation fonctionnait selon principes radicalement différents du camp principal. Tandis que Gross-Rosen suivait protocoles établis par la SSWHA, l'AEL répondait exclusivement à la police secrète régionale, lui permettant de développer méthodes expérimentales sans limitations bureaucratiques externes. La sélection de prisonniers pour l'AEL suivait critères spécifiques qui incluaient travailleurs civils accusés d'indiscipline laborale, récidivistes du camp principal, suspects de résistance et significativement individus choisis aléatoirement pour expérimentation avec techniques répressives. Ce composant expérimental était crucial. La Gestapo de Breslau avait reçu autorisation express pour développer méthodes innovatrices de rééducation forcée. Les agents destinés à l'AEL avaient été spécifiquement entraînés en techniques d'interrogatoire avancées dans l'Académie de police de Berlin-Charlottenburg. Cet entraînement incluait modules sur psychologie appliqués au contrôle, anatomie basique pour maximiser douleur sans causer mort immédiate et administration de substances chimiques pour châtiment non létal. Le personnel de l'AEL constituait une élite technique dans la Gestapo régionale. L'architecture de l'AEL avait été désignée spécifiquement pour faciliter expérimentation avec techniques de modification comportementale. Les baraquements incluaient laboratoire basique pour préparation de composés chimiques, salle d'observation avec système de registre pour documenter réactions de prisonniers sous différents stimuli et espace de stockage pour outils spécialisés développés localement. Le développement de techniques de marquage disciplinaire constitua l'innovation la plus caractéristique de l'AEL. Les agents expérimentèrent systématiquement avec méthode pour créer identification permanente visible qui servent multiples propos. Marquer récidiviste pour reconnaissance future, créer effet dissuasif chez d'autres prisonniers
et étudier résistance psychologique devant défiguration progressive. Les outils de marquage facial furent spécifiquement développés dans ateliers de l'AEL. On fabriqua matraque avec extrémités dentées qui créaient modèles de cicatrices reconnaissables, crosses modifiées avec protubérances métalliques qui causaient fractures contrôlées et dispositifs de pression qui généraient déformations sans rupture cutanée. Chaque outil était calibré pour produire effets spécifiques selon objectifs de marquage. Les protocoles de marquage suivaient méthodologie expérimentale rigoureuse. On documentait âge du sujet, origine ethnique, conditions physiques initiales, type d'outil employé, durée de la procédure et évolution des lésions durant semaines postérieures. Cette information était compilée dans études comparatives qui circulaient entre installations de la Gestapo comme matériel d'entraînement technique. Les injections sous-cutanées faciales représentèrent une autre ligne de recherche développée dans l'AEL. Personnel médical adscrit expérimenta avec composés qui causaient déformations permanentes sans risque de mort. Solution saline hypertonique qui provoquait gonflement chronique, substances irritantes qui généraient cicatrisation excessive et composés qui altéraient pigmentation cutanée pour créer marques visibles durables. Les expériences avec injection suivaient protocoles scientifiques rudimentaires mais systématiques. On appliquait différentes concentrations du même composé à groupes de prisonniers. On documentait variables comme vitesse de réaction et durabilité d'effet, et on comparait effectivité de différents points d'application faciale pour maximiser des formations visibles. Les résultats étaient compilés dans rapports techniques qui incluaient photographies d'avant et après. La technique la plus développée consistait en injections appliquées en points anatomiques spécifiques pour causer asymétrie faciale permanente. Les médecins avaient identifié qu'application près de pommettes causait gonflement qui déformait de manière permanente la structure faciale, tandis qu'injection dans la ligne de la mâchoire créait irrégularités qui rendaient impossible le camouflage postérieur moyennant croissance de barbe. L'AEL développa aussi techniques de modification graduelle qui appliquaient défiguration progressive durant période de semaines. Les prisonniers étaient soumis à sessions régulières de marquage qui intensifiaient graduellement la déformation, permettant d'étudier résistance psychologique devant transformation physique progressive. Ces études incluaient observation de changements en comportement, capacité de travail et relations avec d'autres prisonniers. La documentation photographique constituait partie intégrale du système expérimental. On photographiait chaque prisonnier avant l'admission, après chaque session de marquage et au moment de transfert ou mort. Ces photographies étaient organisées en dossiers individuels qui incluaient données médicales, évolution psychologique et effectivité de différentes techniques appliquées. Les archives photographiques circulaient comme matériel éducatif entre personnel de la Gestapo. Les études de résistance psychologique développées dans l'AEL exploraient comment la défiguration faciale affectait l'identité personnelle et les relations sociales. On documenta cas de prisonniers qui développaient mutisme sélectif, négative à s'alimenter par honte de leur apparence et comportement autodestructif après session de marquage. Cette information était utilisée pour développer techniques de contrôle psychologique applicables dans d'autres contextes. L'AEL établit protocole d'échange avec installations similaires en d'autres régions du Reich. Personnel technique était transféré temporairement pour transmettre connaissances, on échangeait rapports sur effectivité de différentes méthodes et on coordonnait expériences comparatives appliquant techniques similaires à populations différentes pour vérifier consistance de résultats. Les méthodes développées dans l'AEL transcendèrent leur application locale pour influencer techniques répressives employées dans tout le système nazi. Les composés chimiques développés furent distribués à d'autres installations de la Gestapo, les outils de marquage furent reproduits dans ateliers d'autres camps, et les protocoles d'application furent inclus dans manuels d'entraînement pour personnel répressif. La clôture informative de l'AEL était absolue. Les prisonniers n'avaient pas contact extérieur, leurs noms étaient éliminés de registres officiels et il n'existait pas documentation sur leur localisation disponible pour famille. Cette invisibilité administrative permettait expérimentation sans risque de supervision externe ou responsabilité légale postérieure, convertissant l'AEL en un laboratoire de techniques répressives complètement autonome. Bloc 19. Le noyau de la folie contrôlée.
Le bloc 19 fonctionnait selon une logique institutionnelle différente tant du camp principal que de l'Arbeitserziehungslager. Tandis que l'AEL expérimentait avec techniques de modification corporelle, le bloc 19 se spécialisait en anéantissement psychologique systématique moyennant l'application de châtiments qui détruisaient la capacité de résistance mentale sans causer mort immédiate. L'architecture du bloc 19 reflétait sa fonction spécifique. L'édifice avait été construit avec murs de double épaisseur qui empêchaient la transmission de son, système d'illumination artificielle contrôlable qui permettait manipulation de cycles de sommeil et ventilation régulable qui rendait possible créer conditions atmosphériques spécifiques selon objectifs de châtiment. Les prisonniers assignés au bloc 19 entraient à un système d'annulation progressive d'identité qui avait été spécifiquement désigné pour étudier processus de désintégration psychologique. On éliminait toute référence à nom propre, les remplaçant par codes numériques qui changeaient périodiquement pour empêcher que les prisonniers développent attachement à toute forme d'identité stable. La routine quotidienne était calculée pour détruire modèles cognitifs normaux, moyennant l'imposition d'horaires qui changeaient imprévisiblement. Les prisonniers pouvaient être réveillés à toute heure, obligés de réaliser activités sans explication de propos et soumis à ordre contradictoire qui rendait impossible développer stratégies de survie basées sur prédiction de comportement des gardiens. Le travail assigné dans le bloc 19 avait évolué vers formes sophistiquées de torture psychologique qui transcendaient l'épuisement physique. Les prisonniers construisaient structures qu'immédiatement ils devaient démolir, mémorisaient liste de numéros qu'ensuite ils devaient oublier sous menace de châtiment, et réalisaient calculs mathématiques complexes dont les réponses étaient systématiquement déclarées incorrectes indépendamment de leur précision. Cette imposition de futilité absolue avait été développée comme technique spécifique pour détruire la capacité de raisonnement logique. Les psychiatres des SS qui supervisaient le bloc 19 avaient observé que les prisonniers soumis à travail contradictoire prolongé développaient symptômes de dissociation mentale qui les rendaient plus susceptibles à ordres arbitraires et moins capables de planifier résistance. Les châtiments physiques appliqués dans le bloc 19 suivaient principe de conditionnement psychologique plus que de simple application de douleur. On employait techniques de châtiment aléatoire qui rendaient impossible prédire quel comportement serait sanctionné, créant état d'anxiété constante qui empêchait toute forme d'adaptation comportementale stable. Le système de châtiment incluait récompenses occasionnelles complètement arbitraires qui servaient pour maintenir espoir résiduel sans proportionner soulagement réel. Les prisonniers pouvaient recevoir inespérément une portion additionnelle de nourriture ou une heure de repos extra, mais ces bénéfices étaient retirés sans explication le jour suivant, créant un cycle d'espoir et désespoir qui empêchait la résignation totale. Les capos du bloc 19 avaient été spécifiquement sélectionnés et entraînés en techniques de manipulation psychologique. Ils recevaient instructions sur comment alterner périodes d'apparente sympathie avec cruauté extrême, créer fausses alliances avec prisonniers qu'ensuite ils trahissaient publiquement et appliquer châtiments qui semblaient surgir de caprices personnels mais suivaient objectifs institutionnels planifiés. La documentation du comportement de prisonniers constituait un aspect central du système. On enregistrait changements en modèles de parole, évolution de capacités cognitives, développement de comportements compulsifs et temps requis pour produire différents degrés de désintégration mentale. Cette information était compilée dans études qui circulaient comme matériel d'entraînement pour personnel d'autres camps. Le bloc 19 développa techniques spécifiques d'isolement psychologique qui ne requéraient pas séparation physique. Les prisonniers étaient obligés d'utiliser masques qui empêchaient la reconnaissance faciale mutuelle, on prohibait toute forme de communication non verbale, et on faisait rotation constamment les assignations pour empêcher le développement de liens émotionnels entre internés. Les expériences avec privation sensorielle incluaient techniques qui alternaient surstimulation avec absence totale de stimuli. Les prisonniers pouvaient être exposés durant heures à bruits intenses et lumières stroboscopiques, suivis de périodes de silence et obscurité absolue. Ces alternances étaient calculées pour désorienter le système nerveux et empêcher l'adaptation à toute condition spécifique. Le système de documentation médicale du bloc 19 incluait évaluation psychiatrique régulière qui étudiait la progression de symptômes mentaux sous différents types de pression. On documentait signes de dépression,
développement de comportements paranoïdes, perte de capacité de mémoire et apparition de symptômes psychotiques. Cette information était utilisée pour raffiner techniques de pression psychologique et calculer seuil de résistance mentale. Les techniques développées dans le bloc 19 furent exportées à installations similaires en d'autres camps, moyennant système d'échange de personnel et transfert de protocoles. Les méthodes les plus effectives étaient documentées dans manuels techniques qui incluaient instructions détaillées sur implémentation, variables à contrôler et indicateurs d'effectivité pour mesurer résultats. Le bloc 19 fonctionnait aussi comme centre d'entraînement pour personnel d'autres camps qui requérait expérience en technique de contrôle psychologique. Les gardiens les plus effectifs étaient envoyés temporairement à d'autres installations pour transmettre connaissances pratiques, établissant un réseau d'échanges techniques qui standardisait méthodes répressives dans tout le système concentrationnaire. La durée moyenne de survie dans le bloc 19 avait été calculée statistiquement pour optimiser l'impact dissuasif dans le reste du camp. Les prisonniers permanaient le temps suffisant pour développer symptômes visibles de détérioration mentale qui servaient comme avertissement pour d'autres internés, mais pas tant comme pour qu'ils meurent avant d'accomplir cette fonction exemplaire. Les études longitudinales réalisées dans le bloc 19 proportionnèrent informations sur résistance psychologique différentielle selon origine ethnique, éducation préalable, âge et conditions sociales. Cette information était utilisée pour développer techniques de pression personnalisées qui profitaient vulnérabilités spécifiques de différents groupes populationnels. Travail esclave, science obscure au service du Reich. La collaboration entre entreprises privées allemandes et le système concentrationnaire dans Gross-Rosen établit précédents qui transformèrent tant l'exploitation laborale que la recherche médicale appliquée. Cette coopération ne se limitait pas à la simple utilisation de main-d'œuvre esclave. Elle incluait développement conjoint de techniques d'optimisation productive, expériences sur limites de résistance humaine et études sur efficience comparative de différentes méthodes de contrôle laboral. Siemens-Antalske établit dans Gross-Rosen un centre de recherche appliquée qui combinait production bellique avec expérimentation sur gestion de travailleurs sous coercition extrême. Les ingénieurs de l'entreprise désignèrent spécifiquement processus productifs qui profitaient conditions uniques du camp, disponibilité de travailleurs sans droit, possibilité d'appliquer châtiments physiques immédiats par erreur et capacité d'expérimenter avec horaires qui seraient illégaux dans contextes laboraux normaux. Les ateliers de Siemens fonctionnaient comme laboratoires d'efficience industrielle sous conditions extrêmes. On expérimentait avec différentes combinaisons d'incentives négatifs pour maximiser productivité, réduction de ration par erreur, châtiment physique gradué selon gravité de faille technique et système de compétition forcée entre groupes de travailleurs qui incluait châtiment collectif par bas rendement individuel. La documentation technique de Siemens incluait études détaillées sur courbes de productivité décroissantes en travailleurs soumis à différents niveaux de pression physique et psychologique. Ces études révélèrent qu'existaient seuils optimaux de coercition qui maximisaient rendement sans provoquer effondrement immédiat, information qui fut postérieurement appliquée en d'autres installations industrielles du Reich. Les ingénieurs développèrent aussi systèmes de mesure d'efficience qui considérait non seulement productivité immédiate, mais coût de remplacement de travailleurs, temps d'entraînement pour nouveaux opérateurs et comparaison économique entre maintenance de travailleurs existants versus acquisition de nouveaux prisonniers. Cette rationalisation économique de vies humaines représentait une innovation spécifique de la collaboration entrepreneuriale avec le système concentrationnaire. Blaupunkt implémentèrent un modèle différent qui soulignait spécialisation technique sous pression extrême. L'entreprise avait observé que certains types de travail de précision pouvaient être réalisés effectivement par prisonniers sous menace constante, toujours qu'on proportionnerait entraînement technique minimal combiné avec châtiment immédiat par erreur. Ce modèle équilibrait investissement en capacitation avec discipline coercitive. Les processus développés par Blaupunkt incluaient système de rotation de travailleurs qui empêchaient que les prisonniers développent expertise suffisante pour saboter produits, mais permettaient de maintenir niveau basique de qualité technique. On calculait périodes optimales d'assignation à tâches spécifiques qui maximisaient apprentissage utile, tandis que minimisaient risque de résistance organisée.
La présence de Joseph Mengele dans Gross-Rosen durant les premiers mois de 1943 coïncida avec l'intensification de la collaboration industrielle et proportionna opportunités uniques pour études médicales appliquées à conditions laborales extrêmes. Bien que Mengele ne développe pas dans Gross-Rosen les expériences qui le rendraient infâme postérieurement, son travail inclut évaluations médicales qui contribuèrent significativement au développement de techniques de sélection et gestion de travailleurs esclaves. Mengele développa un protocole d'évaluation physique qui permettait de prédire la durabilité de prisonniers sous différents types de travail forcé. Ces études incluaient mesures de capacité pulmonaire, résistance cardiovasculaire, masse musculaire et évaluation psychologique basique pour déterminer assignation laborale qui maximiserait productivité avant l'effondrement physique total. Les critères médicaux développés par Mengele incluaient catégorisation de prisonniers selon expectative de survie sous conditions spécifiques de travail. Cette information était utilisée par les entreprises pour planifier production considérant taux de remplacement de main-d'œuvre, permettant coordination entre objectifs entrepreneuriaux et gestion de la population recluse. Les évaluations médicales incluaient aussi études sur effet de différents types de châtiments physiques en la capacité laborale postérieure. Mengele documenta comment distinctes formes de violence affectaient productivité, déterminant type de châtiment qui maximisait effet dissuasif sans réduire significativement capacité de travail. Cette information était partagée avec superviseurs industriels pour optimiser systèmes disciplinaires. Le projet RISE représenta la culmination de la collaboration entre recherche médicale, ingénierie industrielle et exploitation de travail esclave. Ce complexe souterrain requérait coordination entre multiples entreprises, supervision médicale continue pour gérer haute mortalité et développement de techniques spécifiques pour travail en conditions extrêmes qui excédaient tout standard préalable d'exploitation laborale. L'organisation TOD, responsable du projet RISE, implémentèrent systèmes de gestion qui traitaient explicitement les travailleurs comme ressources consommables avec taux calculé de détrition. On développa études actuarielles qui calculaient vie utile moyenne de prisonniers sous différentes conditions de travail souterrain, permettant planification logistique qui incluait approvisionnement continu de remplacement. Les études médicales réalisées dans le projet RISE inclurent expériences sur limites de résistance humaine en ambiance souterraine, effet de manque de lumière solaire sur système immunitaire, capacité pulmonaire sous exposition continue à poussière minérale, et résistance psychologique devant confinement prolongé en espace fermé. Cette information contribua au développement de techniques d'exploitation laborale applicables en d'autres contextes industriels. La documentation technique du projet RISE incluait calculs sur optimisation de travail forcé qui considérait variables comme température ambiante, humidité, exposition à gaz toxiques et probabilité d'accident fatal. Ces études établirent paramètres techniques pour exploitation laborale extrême qui furent postérieurement appliqués en d'autres projets industriels du Reich. Les entreprises participantes développèrent aussi techniques d'évacuation qui priorisaient préservation de machinerie et connaissances techniques sur vie de travailleurs. Les protocoles incluaient destruction sélective d'évidence sur collaboration avec le système concentrationnaire, transfert de personnel technique valeureux et élimination de témoins potentiels entre les travailleurs esclaves. La collaboration entrepreneuriale dans Gross-Rosen établit modèle de coopération entre secteur privé et appareils répressifs qui furent répliqués en d'autres installations. Les techniques développées pour gestion de travail esclave, optimisation de productivité sous coercition et coordination entre objectifs commerciaux et politiques d'extermination proportionnèrent précédents pour systèmes similaires implémentés postérieurement dans le territoire occupé. Les études sur efficience industrielle sous conditions de travail esclave produisirent informations techniques qui transcenda le contexte spécifique du système concentrationnaire. Les entreprises participantes appliquèrent connaissances acquises sur gestion de travailleurs sous pression extrême en d'autres contextes laboraux durant l'après-guerre, adaptant techniques développées originalement pour exploitation de prisonniers à système de contrôle laboral en industrie conventionnelle. Crématorium de Gross-Rosen, fabrique invisible de la mort. Le système d'extermination développé dans Gross-Rosen représenta une innovation spécifique dans l'appareil nazi. Un modèle d'assassinat de bas profil qui opérait moyennant techniques médicales dissimulées,
élimination sélective discrète et méthode de destruction d'évidence qui permettait nier systématiquement l'existence d'opérations létales. Ce système hybride combinait efficience opérative avec négation plausible, établissant précédent pour techniques d'extermination qui pouvaient être appliquées en contexte où l'assassinat massif ouvert n'était pas viable politiquement. La construction du crématorium durant automne de 1942 marqua l'institutionnalisation de capacités d'élimination permanente qui transcendaient les nécessités de gestion de mortalité naturelle du camp. L'édifice avait été spécifiquement désigné pour opérer de manière discrète. Cheminée de hauteur calculée pour disperser fumée sans créer colonne visible depuis distance, système de ventilation qui minimisait odeur détectable hors du périmètre, et localisation qui empêchait observation directe depuis aire de travail de prisonniers. Le four Topf-D, un installé, avait été modifié respectant spécifications standards pour optimiser élimination d'évidence plus qu'efficience énergétique. Les modifications incluaient chambre de combustion ampliée qui permettait incinération d'objets personnels avec cadavres, système d'alimentation qui rendait possible l'introduction rapide de multiples corps, et mécanismes de contrôle de température qui garantissaient destruction complète de restes osseux. L'opération du crématorium suivait protocole spécifique développé pour maximiser élimination d'évidence, tandis que maintenant registres internes précis pour gestion administrative. La documentation de chaque incinération était documentée avec code numérique qui n'incluait pas identification personnelle, mais permettait suivi statistique pour planification logistique. Ce système proportionnait informations opératives sans créer évidence documentale qui pourrait être utilisée postérieurement comme preuve d'assassinat systématique. Les techniques d'injection létale développées dans la Sierra-Home représentèrent l'innovation la plus sophistiquée du système de Gross-Rosen. Personnel médical des SS avait expérimenté systématiquement avec composés chimiques qui causaient mort rapide sans signes externes de violence, permettant que les assassinats soient documentés comme morts naturelles dans registres officiels. Les protocoles d'injection létale incluaient préparation psychologique de victimes moyennant procédures médicales simulées qui réduisaient résistance et éliminaient soupçons sur intention létale. Les prisonniers étaient informés sur examens médicaux de routine, vaccinations préventives ou traitements pour maladies mineures. Cette préparation psychologique permettait d'administrer injections létales sans résistance physique qui pourraient alerter d'autres prisonniers ou créer évidence de violence. Les composés chimiques employés avaient été spécifiquement sélectionnés par leur disponibilité en contexte médicaux légitime, vitesse d'action, et absence de signes post-mortem détectables en examen superficiel. Les solutions de cyanure dilué proportionnaient mort presque instantanée moyennant arrêt cardiaque qui pouvait être attribué à cause naturelle, spécialement en prisonniers préalablement affaiblis par conditions du camp. La Sierra-Home fonctionnait aussi comme laboratoire pour développement de techniques d'assassinat médical qui pourraient être appliquées en d'autres contextes. On expérimentait avec différentes concentrations de composés létaux pour optimiser vitesse versus détectabilité, on prouvait points d'injection qui minimiseraient évidence physique et on développait protocoles de préparation qui maximiseraient coopération de victimes. Les exécutions arboricoles constituaient l'élément le plus visible du système, mais avaient été spécifiquement désignées pour servir fonction disciplinaire plus que d'élimination massive. L'arbre utilisé avait été sélectionné par sa localisation qui permettait observation forcée depuis multiples baraquements, mais empêchait visibilité depuis dehors du camp, maintenant le caractère interne des opérations. Les protocoles de pendaison incluaient techniques spécifiques développées pour prolonger agonie avec propos dissuasifs. On utilisait cordes d'épaisseur calculées pour empêcher mort immédiate par rupture cervicale, position corporelle qui prolongeait asphyxie durant période jusqu'à 20 minutes, et système de poulies qui permettait d'élever et descendre victimes pour maximiser souffrance visible devant témoins forcés. La documentation photographique d'exécution formait partie intégrale du système de contrôle psychologique. Personnel administratif photographiait systématiquement chaque pendaison depuis angles qui soulignèrent souffrance de victimes et réaction de témoins obligatoires. Ces photographies circulaient comme matériel d'entraînement entre personnels d'autres camps, établissant standards techniques pour application de châtiments exemplaires. Les fusillades sélectives se réservaient pour cas qui requéraient élimination immédiate sans cérémonial dissuasif.
Ces exécutions suivaient protocoles développés pour minimiser bruit et évidence balistique. On employait armes avec silencieux improvisés, munitions de bas calibre qui réduisaient pénétration excessive et angles de tir calculés pour diriger projectiles vers aires d'absorption qui empêchaient ricochets audibles. L'élimination de cadavres avait évolué vers un système industriel qui convertissait restes humains en ressources profitables. Les corps étaient processés systématiquement pour extraire éléments de valeur avant crémation, extraction dentale de métaux précieux, recollection de cheveux pour usage industriel, confiscation de vêtements réutilisables et récupération d'objets cachés qui pourraient avoir valeur commerciale. Le processus incluait aussi techniques d'élimination d'évidence médico-légale développées spécifiquement pour empêcher identification postérieure de victimes. On retirait systématiquement marques identificatrices comme cicatrices distinctives, tatouages et particularités physiques qui pourraient permettre reconnaissance par famille. Cette élimination d'identité physique complétait la destruction de registres documentaux. Les cendres résultantes de crémation étaient gérées selon protocole qui éliminait évidence, tandis que générant bénéfices économiques secondaires. Les cendres humaines mélangées avec chaux et terre étaient utilisées comme fertilisant en culture des SS, proportionnant amélioration agricole, tandis qu'éliminant complètement restes identifiables. Cette pratique transformait victimes en ressources qui bénéficiaient économiquement leurs assassins. Les systèmes de registre de crémation maintenaient précision statistique sans créer évidence documentale compromettante. Chaque incinération était documentée avec code numérique qui permettait suivi administratif interne, mais n'incluèrent pas nom, cause de mort ou informations qui pourraient être utilisées pour identifier victimes spécifiques ou démontrer assassinat systématique. La gestion de multiples méthodes d'extermination simultanée requis développement de systèmes de coordination qui optimisèrent efficience tandis que maintenant compartimentage opératif. Différentes équipes se spécialisaient en méthodes spécifiques sans connaissance d'opérations parallèles, créant systèmes de négation plausibles qui protégeaient le personnel de responsabilité légale postérieure. Les protocoles d'évacuation d'évidence développés pour le système d'extermination inclurent techniques de destruction sélective qui préservaient informations opératives utiles tandis qu'éliminant preuves d'assassinat spécifiques. On maintint un registre technique sur efficience de méthodes qui pourraient être appliquées en d'autres contextes, mais on détruisit complètement documents qui identifiaient victimes individuelles ou méthodes spécifiques d'assassinat. Le système développé dans Gross Rosen établit précédentes techniques pour opérations d'extermination qui pouvaient opérer sous scrutin externe sans détecter évidence définitive d'assassinat systématique. Les techniques de négation plausible, élimination d'évidence et compartimentage opératif furent postérieurement appliquées en d'autres contextes où l'extermination devait survenir sans reconnaissance officielle. Soukan Fantôme, architecte de l'oubli total. L'expansion du complexe Gross Rosen vers fin de 1943 ne répondit pas seulement à nécessités logistiques de production ou décongestion de camps principaux. Une partie significative du système satelllital développé sous le commandement de Johannes Hasselbroek consistait en installation de propos spécialisés qui ne furent jamais désignés pour permanence. Ces sous-camps, dont l'existence fut inférée à partir de registres partiels, témoignages fragmentaires et documents logistiques incomplets, constituent une catégorie à part dans le système répressif nazi. Installation temporaire destinée à opérer hors du circuit documental, sans structure fixe, sans identification nominale et sans propos de préservation administrative. Les registres récupérés après la guerre révèlent l'existence d'au moins 14 sous-camps qui ne figurent en aucune carte officielle du SSWHA, mais dont les noms apparaissent brièvement en correspondance ferroviaire, ordre d'approvisionnement ou autorisation de transfert. Désignés avec nom générique comme Forststelle Sud, Baupunkt 32 ou simplement Ossenlager X, ces lieux furent actifs par périodes qui oscillaient entre 2 semaines et 3 mois, abritant populations prisonnières qui ne furent pas incluses en recensement périodique du système concentrationnaire. La structure physique de ces sous-camps fantômes était délibérément rudimentaire. Au lieu de baraquements construits avec bois traité ou toits de fer blanc comme en installation majeure, on employait tentes de campagne réutilisées de l'armée, structures de toile épaissie montées sur pilotis ou simplement tranchées couvertes avec planches de zinc.
Le sol se couvrait avec gravier compacté pour éviter accumulation de boue, et les installations sanitaires consistaient en fosses temporaires délimitées par cordes. Cette configuration permettait de démonter le sous-camp complet en moins de 24 heures sans laisser traces structurales significatives. Le personnel assigné à ces lieux appartenait presque exclusivement à unités des SS avec fonction mobile, commando de châtiment, équipe de démolition, technicien en transport ou unité médicale avec fonction de traitement terminal. On n'assignait pas administratif permanent ni gardien régulier du Totenkopf-Verband, et les registres de mouvements de prisonniers étaient substitués par codes numériques qui figuraient seulement en listes internes de logistique ferroviaire. L'absence d'administration formelle permettait d'opérer ces lieux avec autonomie absolue, sans scrutin externe et sans création de documentation susceptible de vérification future. La fonction spécifique de ces sous-camps variait selon le moment et la localisation, mais toutes partageaient une logique commune, l'expérimentation avec disparition opérationnelle complète. Quelques installations se utilisèrent pour exécution sélective moyennant privation, d'autres pour preuve de substances chimiques en population civile non enregistrée. Et plusieurs fonctionnèrent comme stations de transit où on perdait toute trace des prisonniers transférés. En tous les cas, le principe opératif était le même. Créer un espace d'effacement contrôlé où la répression non seulement s'exécutait, mais se cachait structurellement depuis sa conception. Un des peu d'exemples partiellement documentés correspond à l'Ossenlager Brig 2, mentionné en une lettre interne du SS Untersturmführer Hans Wilfer au Hauptamt Ordnungspolizei. En la missive, on sollicite autorisation pour transporter charge humaine classe 2 vers une installation temporaire sans nom fixe, avec instruction de ne pas enregistrer arrivée ni sortie jusqu'à nouvel ordre. L'expression « charge humaine classe 2 » apparaît en d'autres documents comme euphémisme pour prisonniers désignés pour élimination sans registre, beaucoup 2 enfants, vieillards ou femmes enceintes, sans numéro de prisonnier assigné. Il n'existe pas registre postérieur de Brig 2. Le lieu ne fut jamais localisé par équipe soviétique ou polonaise après la guerre. Un autre cas emblématique est celui de Baupunkt R12, mentionné en un ordre d'approvisionnement de la Deutsche Erd in Steinwerk. Cette installation opéra par un mois près des tunnels du projet RISE et reçut chargement de ciment, câblage et outils de démolition manuelle, en plus d'un transfert de 300 prisonniers sans registre d'origine. Un rapport ferroviaire mentionne qu'aucun des prisonniers ne retourna à camps principaux. On présume que R12 fonctionna comme point d'exécution sous conditions d'effondrement induit. Les galeries étaient scellées avec dynamite après l'entrée des prisonniers, détruisant tant les vies humaines que toute possibilité de récupération de restes. L'usage de sous-camps mobiles pour essayer techniques de disparition physique sans trace répondait à une évolution stratégique dans l'appareil répressif. À partir de 1944, avec l'avance soviétique sur l'est de Pologne et la possibilité croissante d'une future reddition allemande, les SS développèrent une méthode pour minimiser traces médico-légales de crimes massifs. Gross-Rosen, par sa structure décentralisée et son réseau de sous-camps autonomes, offrait le scénario idéal pour ces preuves. Les camps sans nom se convertissaient ainsi en laboratoire de l'oubli, espace où l'assassinat cessait d'être événement et se convertissait en processus sans archives. Le personnel qui opérait ces lieux était sélectionné par son expérience en opérations d'élimination sans témoins. Beaucoup provenaient d'unités T4 dissoutes après la fermeture des centres d'euthanasie ou de commando Einsatzgruppen avec expérience en fosses communes mobiles. Leurs connaissances techniques incluaient depuis techniques d'incinération ouverte avec réduction de fumée jusqu'à méthodes d'exécution silencieuse moyennant pression cervicale ou administration orale de cyanure en aliments. Ces techniques étaient appliquées en conditions contrôlées et leurs résultats évalués uniquement en fonction de l'absence d'évidence postérieure. Les archives fragmentaires de la Gestapo de Breslau, récupérées partiellement par les autorités soviétiques en 1945, incluent référence marginale à installation mobile de finalisation de processus disciplinaires sans continuité administrative. Cette formule bureaucratique faisait allusion aux sous-camps où étaient envoyés prisonniers considérés irréversibles, c'est-à-dire non aptes pour réintégration ni exécution publique exemplaire. Les décisions sur leur envoi se prenaient en session fermée des commandants de sous-camps, sans intervention de tribunaux ni documentation médicale.
L'objectif était faire disparaître individus et leurs archives simultanément, assurant qu'ils ne pourraient jamais être localisés, identifiés ou rappelés. Les conditions environnementales se convertirent en outils d'extermination. Quelques sous-camps furent établis en zones marécageuses, mines abandonnées ou aires boisées, avec brouillard dense et difficile accès. Ces localisations non seulement difficultaient la détection aérienne ou terrestre, mais accéléraient la décomposition de corps, empêchaient excavation postérieure et permettaient justifier la disparition comme accident naturel ou évasion. La logique de l'environnement comme complice opérationnel fut systématisée. On choisissait sites où la disparition pourrait être attribuée à causes externes sans nécessité d'action humaine directe visible. Plusieurs trains avec prisonniers destinés à ces sous-camps disparurent sans laisser trace de destination. Dans les archives polonaises de Jawor se trouvent registres de convois qui sortirent vers destination désignée seulement avec coordonnées incomplètes, sans point d'arrivée à noter. Les témoins ferroviaires interrogés après la guerre affirmèrent que quelques trains étaient déchargés directement en zone forestière, où les prisonniers étaient escortés par patrouilles qui ne retournèrent pas avec eux. On n'enregistrait pas retour ni réassignation. Seuls restaient les wagons vides et un changement en la numérotation logistique. La dimension expérimentale de ces sous-camps inclut aussi pratiques administratives de disparition documentaire. On essaya méthode d'élimination sélective de registres, falsification de codes de transit et usage de formulaires interchangeables qui permettaient réassigner identité numérique sans laisser constance d'individus spécifiques. Ces techniques furent développées par officiers du SS Hauptamt qui collaboraient avec l'appareil d'archives de Gross-Rosen et après appliquées en Auschwitz et Bergen-Belsen durant les évacuations finales. Le principe était clair. Non seulement devait disparaître le corps, mais aussi sa catégorie, son numéro et sa trajectoire. Les peu de témoignages disponibles proviennent de prisonniers qui réussirent à s'échapper durant le démantèlement précipité de quelques de ces installations. Leurs récits, recueillis par équipes soviétiques en 1945, décrivent espaces sans nom, commandant sans insigne visible et journées de travail sans propos apparent. Un d'eux parla d'un camp où chaque nuit on demandait aux prisonniers creuser une nouvelle tranchée, seulement pour être transférés à l'aube. Un autre affirma que les ordres étaient transmis sans parole, moyennant sifflets et signaux manuels, et que les châtiments étaient exécutés sans explication ni registre. Ces récits coïncident en une sensation commune, la perception d'avoir été en un lieu qui ne devait pas exister et duquel on n'espérait pas que quelqu'un sorte avec vie ni avec souvenir. La logique des sous-camps fantômes n'était pas celle du châtiment ni du travail forcé, mais celle de la négation totale d'existence. À différence des camps principaux, où au moins existait une logique bureaucratique de registre, les camps sans nom opéraient sous le principe que le crime parfait n'est pas celui qui ne laisse pas témoin, mais celui qui ne laisse pas évidence que quelque chose ait eu lieu absolument. La recherche contemporaine sur ces sous-camps continue d'être fragmentaire. Sans coordonnées, sans nom officiel, sans structure conservée et sans archives intègres, leur reconstruction dépend d'inférences croisées, géolocalisation inverse et témoignages isolés. Mais leur existence probable, encore plus leur fonction opérationnelle dans le système Gross-Rosen, révèle une dimension inédite de l'appareil répressif nazi, l'industrialisation non seulement de la souffrance ou la mort, mais de la disparition comme technologie de pouvoir. Mémoire entre cendres, l'héritage de Gross-Rosen. La libération de Gross-Rosen le 14 février de 1945 révéla un paysage d'absence plus que de présence. Structures vides qui témoignaient sur systèmes d'élimination si efficaces qu'ils avaient réussi à effacer presque complètement l'évidence de leur propre existence. Les 150 survivants trouvés par l'armée rouge constituaient une fraction minime des plus de 40 000 prisonniers qui avaient peuplé le complexe durant ces derniers mois opératifs. Les marches d'évacuation initiées le 8 février avaient fonctionné comme la phase finale du système d'extermination, désigné spécifiquement pour éliminer témoins potentiels sans créer évidence documentaire d'assassinat massif. Les 44 000 prisonniers forcés d'abandonner le camp sous conditions hivernales extrêmes furent systématiquement éliminés durant trajets qui officiellement constituaient évacuation vers d'autres camps, mais opérativement fonctionnaient comme opérations d'extermination mobile.
Les rapports soviétiques initiaux documentèrent la découverte de systèmes d'élimination d'évidence plus sophistiqués que ceux trouvés en d'autres camps libérés antérieurement. Gross-Rosen avait développé techniques de destruction sélective qui préservaient infrastructures utiles, tandis qu'éliminant preuves spécifiques d'opérations d'extermination, démontrant planification avancée pour scénarios de libération. La documentation récupérée par les soviétiques incluait fragments de registres qui révélaient l'existence de protocoles spécifiques pour destruction d'évidence. On trouva instructions détaillées sur quel type de documents devait être détruit prioritairement, quelle évidence physique devait être éliminée et quels éléments pouvaient être préservés sans compromettre la négation d'opérations d'extermination. La période d'administration soviétique entre 1945 et 1947 fut caractérisée par tensions entre utilisation pratique immédiate des installations et considération sur préservation historique. Les nécessités urgentes de logement pour réfugiés et prisonniers de guerre allemands prévalurent initialement sur objectifs de conservation, résultant en modifications significatives de structures originales. La décision soviétique de maintenir opératif le crématorium durant cette période pour gérer mortalité en camp de prisonniers de guerre généra controverses postérieures sur contamination d'évidences historiques. Cependant, cette utilisation continuée proportionna aussi informations techniques sur capacité opérative de l'équipement qui n'aurait pas été disponible d'une autre manière. Le transfert à administration polonaise en mars de 1947 coïncida avec le début de discussions internationales sur préservation de sites relatifs à crimes nazis. Le gouvernement polonais affrontait pressions contradictoires entre éliminer rappels traumatiques de la période d'occupation et préserver évidences historiques pour éducation et responsabilité légale future. Les jugements de 1948 contre Hasselbroek, Echner et Drasdauskas établirent précédents légaux cruciaux sur responsabilité par développement de techniques répressives expérimentales. Le tribunal soviétique se focalisa spécifiquement sur innovations techniques développées en Gross-Rosen, incluant méthodes de mutilation faciale, techniques d'extermination médicale et systèmes d'élimination d'évidence qui constituaient contributions spécifiques à l'appareil répressif nazi. L'évidence présentée durant les jugements inclut témoignages détaillés sur expériences de défiguration faciale qui proportionnèrent documentation unique sur ces pratiques. Les survivants décrivirent techniques spécifiques qui n'avaient pas été documentées en d'autres camps, établissant Gross-Rosen comme centre de développement de méthodes répressives qui furent postérieurement appliquées en d'autres installations. Le processus de muséalisation initié en 1953 affronta défis uniques relatifs à représentation de techniques de mutilation et torture qui excédaient les standards de cruauté documentés en d'autres sites commémoratifs. Les planificateurs développèrent approches innovatrices qui documentèrent ces pratiques sans recourir à représentation graphique qui pourrait constituer exploitation de la souffrance de victimes. La reconstruction du crématorium comme élément central du mémorial requit recherches techniques détaillées sur spécifications originales de l'équipement. Les archives de Topf et Fils proportionnèrent informations sur modifications spécifiques réalisées pour l'installation de Gross-Rosen, révélant adaptations techniques qui différenciaient ce crématorium d'installations similaires en d'autres camps. Les baraquements reconstruits incorporèrent éléments de conception qui permettaient de représenter conditions de vie sans reproduire complètement la claustrophobie et dégradation d'espaces originaux. On développa techniques d'exhibition qui communiquaient réalité historique tandis que maintenant fonctionnalité éducative et considération sur bien-être psychologique de visiteurs. La préservation de la cloche du gong comme élément sonore du mémorial créa opportunités uniques pour expériences éducatives qui incluaient dimensions auditives de l'expérience historique. La reconstruction de sa tour après l'effondrement de 2002 inclut systèmes de protection qui garantissent préservation à long terme de cet élément original. Le développement d'archives photographiques spécialisées en documentation de mutilations faciales requit établissement de protocoles éthiques spécifiques sur accès et utilisation d'images qui représentent souffrance extrême. On créa un système de consultation restreinte qui permettent recherche académique tandis que protégeant dignité de victimes représentées. Les excavations archéologiques initiées en la décennie de 1990 révélèrent évidences physiques de techniques d'élimination d'évidence qui n'avaient pas été documentées en registres écrits.
La découverte de fosses avec restes humains traités chimiquement pour accélérer décomposition proportionna preuve matérielle de méthodes développées spécifiquement en Grossrosen. La recherche contemporaine sur collaboration entrepreneuriale a révélé dimensions de l'histoire du camp qui ne furent pas pleinement comprises durant décennies postérieures à la libération. Les archives corporatives de Siemens et Blaupunkt, accessibles seulement après changements légaux en la décennie de 1990, documentèrent niveau de coopération avec expérience d'exploitation laborale qui excédait estimation préalable. Le site fonctionne actuellement comme centre de recherche sur techniques répressives qui proportionne informations relevantes pour compréhension de systèmes de contrôle social autoritaire contemporains. Les méthodes de manipulation psychologique, défiguration comme instrument de contrôle et élimination d'évidence développées en Grossrosen offrent perspectives sur mécanismes de répression qui transcendent contextes historiques spécifiques. La représentation muséistique contemporaine incorpore technologies digitales qui permettent présentation de documentation historique sensible sans exposition directe de matériel graphique traumatique. On a développé systèmes d'accès graduel qui proportionnent informations détaillées à chercheurs tandis qu'offrant expériences éducatives appropriées pour audience générale. Le mémorial de Grossrosen constitue un laboratoire unique pour exploration de limites éthiques en représentation d'atrocités extrêmes. Les techniques développées pour documenter mutilations faciales et expériences de torture ont établi standard pour d'autres sites commémoratifs qui affrontent défis similaires de préservation historique versus protection de dignité de victime. L'évolution du site depuis 1953 reflète changements plus amples en approche de mémoire historique de l'Holocauste, mais contribue aussi perspectives spécifiques sur préservation d'évidences d'innovation technique en application de cruauté systématique. Grossrosen demeure comme témoignage sur capacités humaines pour développement de systèmes de souffrance qui transcendent catégories conventionnelles de compréhension morale.